Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Alors, voilà, j'étais en train de parler d'énergie mécanique. Pour l'énergie mécanique, on va distinguer deux types de forces. Les forces qui sont liées à une énergie potentielle, dont j'ai déjà parlé, qu'on appelle les forces conservatives. Je ne sais pas si le mot conservatif, j'ai déjà utilisé, j'ai déjà défini. Je n'ai pas défini, donc je l'écris explicitement. Donc, une force conservative, donc c'est une définition. Une force conservative est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc le travail ne dépend pas du chemin suivi, c'est-à-dire c'est une force pour laquelle je peux introduire la notion d'énergie potentielle. Ne dépend pas du chemin suivi. Donc je peux écrire par exemple travail de F entre le point initial A et le point final B égale, vous connaissez la définition, avec une intégrale, mais si ce travail ne dépend que de l'état initial et de l'état final, je peux l'écrire, ce travail, comme une différence entre une certaine énergie potentielle au niveau du point A initial et une énergie potentielle au niveau du point B. Voilà, toutes les forces pour lesquelles je peux écrire ça, comme on l'a fait dans le paragraphe énergie potentielle avant, ce sont les forces dites conservatives. Et je rappelle, exemple, le poids. C'est le premier exemple qu'on a donné de force conservative. Et vous connaissez depuis le lycée l'énergie potentielle de pesanteur associée au poids, donc mgz ou mgh. Si une force n'est pas conservative, il n'y a pas de nom, on dit force non conservative. Donc je mets exemple poids et contre-exemple les forces de frottement que j'ai déjà mentionnées. Contre-exemple, ça veut dire exemple du contraire. Donc contre-exemple, force de frottement. Le travail des forces de frottement dépend du chemin suivi. C'est assez évident parce que si je pousse ma craie sur la table, ça va frotter, là si je la pousse juste de 10 cm, ça va frotter sur 10 cm. Mais si je fais le tour de ma table et que je reviens ensuite au même point, ça va frotter sur une distance plus grande. Donc le travail de la force de frottement va être plus grand. Voilà. Bon, alors donc je vais faire la distinction entre les deux et je vais partir du théorème de l'énergie cinétique. Donc, j'utilise maintenant le théorème de l'énergie cinétique. Donc, c'est le travail de la force F, où je vais mettre D. Force F, comment le travail. Alors, je vais écrire d'abord une quantité infinitésimale. Le travail élémentaire reçu par le système, c'est égal à une variation élémentaire d'énergie potentielle. Donc je répète, pourquoi je mets un petit delta, pourquoi un D? Pour l'instant, c'est à prendre comme petite quantité 2. On verra une vraie justification un peu plus tard quand on fera de la thermodynamique. Le D, en fait, ça vient de différence. C'est parce que ça correspond à une différence entre un état initial et un état final. Alors que pour le travail, je ne peux pas dire la même chose, justement parce qu'a priori, ça dépend du chemin suivi. Hein? Donc bon, adoptez ces notations et on en verra une justification précise un petit peu plus tard. Alors, dans cette quantité infinitésimale de travail, oui. Énergie cinétique, merci. Variation d'énergie cinétique, c'est ça le théorème de l'énergie cinétique. Donc, dans la quantité infinitésimale de travail, je distingue plusieurs types de travaux. Il y a plusieurs forces, mettons, qui vont produire ce travail delta W. Parmi ces forces, il y en a qui sont conservatives et d'autres qui sont non conservatives. Et donc, je vais décomposer en deux. Le delta W, c'est la somme d'une quantité infinitésimale de travail produite par les forces, par une ou des forces
conservative. Je vais mettre un petit C au-dessus pour dire conservatif. Et peut-être qu'en même temps, il y a d'autres forces non conservatives qui ont une action. Donc, plus travail infinitésimal des forces non conservatives. Et je mets en dessous conservative en abrégé et non conservative en dessous. Voilà. Or, d'après le paragraphe précédent sur l'énergie potentielle, je sais que par définition des forces conservatives, je peux écrire leur travail comme une variation d'énergie potentielle, moins D de EP. Le moins correspond bien à ça, parce que ça c'est l'état initial, moins état final. Donc je vais juste remplacer cette expression qui vient du paragraphe précédent là-dedans, et j'en déduis donc, ça me fait moins D de EP plus le travail des forces non conservatives s'il y en a, c'est égal à la variation infinitésimale d'énergie cinétique. Je regroupe maintenant énergie cinétique et énergie potentielle. La variation infinitésimale de la somme énergie cinétique plus énergie potentielle, c'est égal à ce terme, delta W NC, travail infinitésimal des forces non conservatives. Alors, si maintenant je ne considère pas juste une transformation infinitésimale, mais une transformation macroscopique, eh bien, par intégration, en faisant la somme, tout simplement, comme on dit en physique, la somme des variations infinitésimales, c'est la variation totale. Donc, la variation totale au cours d'un mouvement de la somme énergie cinétique plus énergie potentielle, c'est égal au travail total des forces non conservatives. Et par définition, ce que j'ai mis entre parenthèses, ça s'appelle l'énergie mécanique. On pose EM égale, par définition, la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Voilà, ça s'appelle l'énergie mécanique. Et donc, on aboutit à un théorème qu'on appelle théorème de l'énergie mécanique. Qui dit donc que la variation au cours d'un mouvement, la variation totale de l'énergie mécanique, c'est égal au travail total de l'ensemble des forces non conservatives. Voilà, ça s'écrit de manière très, très succincte. Donc voilà le théorème de l'énergie mécanique. C'est un théorème qui est, je vous réponds juste après, c'est un théorème qui est très utile lorsque justement il n'y a pas de force non conservative. Par exemple, il n'y a pas de force de frottement. On dit aussi en physique qu'il n'y a pas de phénomène dissipatif. Ça veut dire grosso modo la même chose. Quand il n'y a pas de frottement, on peut dire le travail des forces non conservatives vaut 0. Alors, il y a des... Bon, on va voir quelques cas particuliers, mais voilà, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Et dans ce cas-là, si vous savez que dans un problème, premièrement, on ne vous demande pas combien de temps va prendre un certain processus, un certain passage du point A au point B, et si deuxièmement, on vous dit qu'il n'y a pas de frottement, alors là c'est sûr, le problème, on va pouvoir le résoudre beaucoup plus vite en utilisant le théorème de l'énergie mécanique qu'en utilisant les lois de Newton. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut penser. Si l'énoncé ne vous aide pas en vous disant appliquez le théorème de l'énergie mécanique, pensez-y. Je répète, si on ne vous demande pas combien de temps ça prend, parce que là, on ne pourra pas le faire avec ça, et si deuxièmement, il n'y a pas de frottement, c'est tout de suite énergie mécanique. Vous résolvez en 2 lignes un truc qui va vous prendre une quinzaine de lignes avec les lois de Newton. Alors, il y avait une question? Oui? La première ligne. Alors ça date du paragraphe précédent. Je mets voir paragraphe précédent.
c'est ce qui avait défini, en fait, je peux le mettre avec un delta, c'est ce qui avait défini l'énergie potentielle associée à une certaine force. Si vous avez une force conservative, par définition, son travail ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Je peux donc l'écrire comme ça. Et donc ça, c'est ce que j'ai écrit là, c'est la version infinitésimale de ceci. Ça aussi, on peut le considérer comme la définition en fait de l'énergie potentielle associée à une force. Voilà pour l'énoncé du théorème. Alors on va appliquer, bien sûr, on va tout de suite appliquer sur plusieurs exemples. Alors il y a une version qui est version jumelle de ça, c'est presque la même chose. On parle du théorème de la puissance mécanique quand on divise par la durée à gauche et à droite. Quand on parle de la variation d'énergie par seconde, c'est la puissance. Quand on parle du travail exercé par seconde, c'est la puissance. Donc puissance mécanique, théorème de la puissance mécanique, en dérivant en fait cette expression par rapport au temps. Donc je mets un petit mot. En dérivant par rapport au temps, on obtient donc le théorème de la puissance mécanique, donc DEM sur dt, la dérivée de l'énergie, qui est bien homogène à une puissance, c'est la puissance des forces non conservatives. Voilà, donc tout de suite quelques exemples. Donc je disais, prenons le cas le plus utile, c'est il n'y a pas de frottement et on ne vous demande pas combien de temps prend un certain processus. Donc exemple d'application. Donc petit 1, je prends un truc tout simple, je lance un objet à la verticale vers le haut. Vers le haut avec une vitesse V0. Et de l'altitude 0. Voilà. Donc j'ai un petit schéma. Si je parle d'altitude, c'est que j'ai un axe vertical orienté vers le haut. Je lance depuis l'altitude 0 l'objet avec une vitesse V0. Alors, on pourrait rajouter que l'objet il a une masse m. Bon, je vais le rajouter même si en fait ça ne change rien au résultat. Je mets ici un objet de masse m. Voilà. Donc, appliquer le... Alors, on néglige les frottements. Je disais que c'est ce cas-là qui est le plus utile. On néglige les frottements. Bon, donc, le système, évidemment, ça va être l'objet que je lance, référentiel, supposé galiléen, tout ça. Donc, j'ai droit d'appliquer toutes ces formules-là. Comme il n'y a pas de frottement, on néglige les frottements, donc je sais, je vais le mettre tout de suite ici. Si on néglige les frottements, ça veut dire que les seules forces non conservatives... C'est quoi les forces ici? C'est simplement le poids. À partir du moment où je lâche l'objet, il n'y a plus que le poids qui s'exerce. Bon, alors, je reviens ici, on néglige les frottements. On néglige les frottements, ça veut dire que, comme il n'y a qu'une force qui est le poids, qui est une force conservative, puisqu'on sait qu'il y a une énergie potentielle de pesanteur associée, il ne reste donc aucune autre force non conservative. Toutes les forces sont conservatives, le travail des forces non conservatives, c'est 0. Et donc, je peux appliquer le théorème de l'énergie mécanique sous une version particulièrement simple. Le théorème de l'énergie mécanique me dit, théorème de l'énergie mécanique, j'obtiens delta EM est égal à 0. L'énergie mécanique est la même au début et à la fin. Soit,
Voilà, EM initial égale EM final. Alors je m'aperçois en lisant mon énoncé que j'ai oublié de poser la question, quelle question on pourrait résoudre avec, à votre avis, avec le théorème de l'énergie mécanique dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question toute simple? Oui. Voilà, jusqu'où va monter l'objet. Donc, bon, je vais le rajouter, on exige les frottements. Altitude maximale. Voilà la question que je voulais me poser. On peut l'appeler Z max ou Z final. Voilà. État initial, état final. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on écrit l'énergie mécanique dans l'état initial. L'énergie mécanique dans l'état initial, c'est quoi? Alors, il n'y a pas d'énergie potentielle de pesanteur, mais je l'écris explicitement quand même, parce que c'est la première fois que je l'écris. Donc mg fois z égale à 0. Je vous rappelle que l'origine de l'énergie de l'axe de l'altitude ne change rien dans le calcul. Je peux prendre ce que je veux. Bah, je prends le plus simple, c'est 0. Bon. Ensuite, l'énergie cinétique, c'est 1,5 de m fois vitesse initiale. Alors, je l'ai appelé V0. Vitesse initiale au carré. Okay. Voilà, ça c'est l'énergie mécanique dans l'état initial. Et je dis que c'est la même chose que l'énergie mécanique dans l'état final. Or, dans l'état final, j'ai mg fois l'altitude maxi, Z max. L'altitude maxi, je vais l'appeler Z max. Et si le point est arrivé à son... si l'objet est arrivé à son point le plus haut, c'est qu'il était en train de monter juste avant, puis qu'il va redescendre juste après, donc sa vitesse, à ce moment-là, est égale à 0. Donc, plus 1,5 de m fois la vitesse maximale au carré, qui est 0. Voilà, on voit tout de suite qu'on peut trouver avec ça Z max, j'en déduis, Z max égale, donc je divise par m et g, V0 carré sur 2g. Voilà. Voilà un exemple tout simple d'utilisation de ce théorème. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cet exemple? Bon, vous avez peut-être fait ça d'ailleurs, vous avez dû faire ça au lycée, hein, peut-être même bien en première, parce que ça, je pense que ça peut se faire en première. Je me trompe, vous l'avez fait en première, ça? Oui. Il y en a qui l'ont fait en première, donc ça doit être ça. Exemple 2. Je lance une masse, un objet contre un ressort à l'horizontale. Exemple 2, donc j'ai un support plan, je mets un ressort ici, voilà. C'est un ressort de raideur K, mettons, de longueur à vide L0 si on veut, et je lance une masse avec une certaine vitesse initiale. Je vais mettre VI comme initiale vers la droite, et c'est une masse M. Et je vais supposer que cette masse, elle glisse sans frottement, ou je peux négliger les frottements, et elle va être arrêtée, donc elle va continuer, puisqu'elle glisse sans frottement, elle va continuer à vitesse constante jusqu'à ce qu'elle rencontre le ressort. Et la question qu'on peut se poser, c'est, à votre avis, est-ce qu'on peut calculer avec ça? Probablement. Je lance une masse contre un ressort. Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Oui, c'est ça? De combien va s'écraser le ressort? Voilà ce qu'on va calculer. Donc la masse M glisse sans frottement. Sur le plan horizontal. Et donc, je pose la question de combien va s'écraser le ressort, écrasement maximal du ressort. Voilà. Alors, c'est pareil, comme c'est sans frottement, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de force non conservative. Et donc, je vais écrire directement que l'énergie mécanique est constante. C'est la même chose
dans l'état initial et dans l'état final. Alors, l'énergie mécanique de quoi? Je peux prendre, j'ai le droit de prendre ce que je veux comme système. Je vais prendre comme système l'ensemble masse plus ressort. Tiens, je vais l'écrire ici. Énergie mécanique de masse plus ressort égale constante. Alors, c'est un ressort idéal, hein. Raideur K, il n'a pas de masse lui-même, il n'y a pas de frottement, tout ça. Donc, comme c'est une constante, c'est la même valeur dans l'état initial et dans l'état final. Alors, dans l'état initial, qu'est-ce que j'ai? J'ai une masse qui a une certaine énergie cinétique, 1,5 de mvi carré. Elle a une certaine énergie potentielle. Je peux toujours prendre comme référence de l'altitude 0. C'est un plan horizontal. Je peux dire que c'est z égale à 0. Voilà l'énergie mécanique de la masse. Et puis il y a le ressort. Alors qu'est-ce qu'il a comme énergie mécanique, le ressort? Il n'a pas de vitesse, il n'a même pas de masse lui-même parce que c'est un ressort idéal. Par contre, qu'est-ce qui peut lui arriver? Il peut éventuellement lui arriver d'être écrasé. Et quand il est écrasé, on sait qu'il a une certaine énergie potentielle qu'on appelle énergie potentielle élastique. Et je vous ai déjà donné la formule, c'est 1,5 de kx2, x étant l'écrasement. Bon, alors il se trouve que dans l'état initial, le ressort, il n'est pas écrasé. Donc 1,5 de k fois 0 au carré. Il n'y a rien qui vient appuyer sur l'extrémité du ressort. Voilà. Ça, c'est ce que je viens d'écrire. Ici, ça, c'est l'énergie mécanique de la masse. Ça, c'est l'énergie mécanique du ressort. Et donc, la somme de tout ça, c'est l'énergie mécanique du système masse plus ressort dans l'état initial. Et bien, je dis simplement que je dois retrouver au total la même énergie mécanique lorsque le ressort est écrasé au maximum. Alors, je fais un petit schéma, si vous voulez, pour représenter ça. Quand je dis écrasé au maximum, c'est donc juste avant que la masse ne reparte en arrière. Donc, j'ai un ressort que je dessine voilà, plus écrasé, comme ça. Il est écrasé parce qu'il y a une masse qui arrive sur lui. Donc, je vais mettre peut-être une petite couleur sur la masse. Voilà. En bleu. Voilà. Et à cet instant-là, ça c'est l'instant où l'écrasement est maximal, il est clair que la masse ne bouge pas, puisqu'elle va repartir en arrière. Donc voilà, la vitesse ici, c'est ce que je vais appeler vitesse finale, ça vaut 0. Donc je réécris tous ces termes-là. Énergie cinétique dans l'état final, 1,5 de m fois 0 au carré. Énergie potentielle dans l'état final, mg fois 0, j'aurais pu m'en passer. Et puis, il y a maintenant une énergie potentielle élastique associée à la compression du ressort, 1,5 de kx carré. Donc x, ça représente l'allongement algébrique, la déformation du ressort. C'est x carré moins x carré, ça fera la même chose. Donc x, c'est l'allongement ou la déformation du ressort. Voilà. Donc, j'ai une égalité dans laquelle j'ai quasiment tous les termes qui sont nuls, sauf le premier et le dernier. Donc, j'ai tout de suite... Alors, dans l'état final, l'allongement final, je vais le noter avec, même avec la lettre petit f aussi, pour dire dans l'état final. Écrasement maximal. Et donc, si je cherche cet écrasement, xf, j'ai qu'à écrire donc soit donc xf carré égale, j'isole, donc ça fait m sur k fois vi carré. M sur k fois vi carré. Alors si je dis que x est l'allongement, je vous rappelle que ici c'est une valeur négative. Donc x final, c'est quoi? C'est la longueur finale du ressort moins sa longueur à vide, L0, qui est sa longueur initiale. C'est donc une valeur négative, puisque le ressort est écrasé. Donc j'ai son carré, mais c'est une valeur négative, donc c'est moins vi racine de
m sur k. Voilà. Oui. La constante à gauche, ici, là, bah ça, c'est juste le théorème de l'énergie mécanique. Ça veut dire quoi, cette constante? Ça veut dire que ce qui est ici, ça doit valoir la même chose que ce qui est là. Ça représente l'énergie mécanique dans l'état initial. Ça représente l'énergie mécanique dans l'état final. Et à chaque instant, ça vaut toujours la même quantité. Cette quantité-là, c'est la même que celle-là. C'est ça, constant. L'énergie mécanique prend la même valeur à chaque instant. Oui. Simplement parce que j'ai parlé d'allongement. L'allongement algébrique, je vous rappelle, par définition, c'est la longueur du ressort moins sa longueur initiale L0. Ça, c'est une valeur négative. Il faut que je donne, parmi les deux racines de cette équation, il faut que je prenne la solution négative. Voilà, exemple 2. C'est bon? Exemple 3. Alors, je vais vous montrer qu'on peut quand même, des fois, retrouver une équation dépendante. Enfin, on peut retrouver l'équation d'un mouvement à partir d'un théorème d'énergie mécanique. Donc, je reprends le cas du pendule. Pendule simple. Voilà, j'ai la verticale, j'ai un fil idéal, sans masse, j'ai une masse M ici. Et donc j'ai un fil de longueur grand L, ça c'est le point de fixation O. Voilà, et puis j'ai, mettons, j'ai un angle θ ici entre la verticale et le fil. Alors on avait déjà on avait déjà obtenu l'équation du mouvement en utilisant, en faisant une représentation géométrique des forces exercées sur la masse, et puis en écrivant donc le PFD projeté ensuite dans la base polaire. Alors là on va le faire complètement différemment, on va passer par l'énergie, donc il n'y a plus besoin de représenter les forces dans ce cas-là. Alors j'écris que c'est le pendule simple, c'est le cas idéal. On va supposer qu'il n'y a pas de frottement. Pendule simple, sans frottement. Donc ce qui est réaliste pour les premières secondes d'oscillation. Évidemment, après, il faudrait introduire le frottement. C'est ce qu'on va faire dans un paragraphe ultérieur. Alors, pendule simple sans frottement, donc c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai comme force? Bon, je les dessine ici, mais leur orientation ne va pas être très importante. Hein. C'est juste histoire de faire un bilan des forces. J'ai bien sûr le poids et j'ai la tension du fil. Comme ça. Voilà. Donc, si j'applique le théorème de l'énergie mécanique ou de la puissance mécanique, je fais, voilà, version... théorème de la puissance mécanique. Je vous rappelle comment il s'écrit. Le théorème de la puissance mécanique, c'est la dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique. C'est égal à la puissance des forces non conservatives. Alors, qu'est-ce que j'ai comme expression pour l'énergie mécanique? L'énergie mécanique, donc j'écris dérivée par rapport au temps de quoi? L'énergie mécanique. Alors l'énergie mécanique, vous savez bien, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Énergie cinétique, vous connaissez par cœur depuis des années 1,5 de MV2. Et il me reste à écrire explicitement l'énergie potentielle. Alors, bon, allez, je l'écris. Plus mgz. mgz, donc z avec quelle origine? Peu importe. C'est peut-être pratique de prendre comme axe, comme origine de l'axe vertical, le point O de suspension. Faites attention juste à un truc, si on écrit l'énergie potentielle de pesanteur, le Z, ça doit être un axe orienté vers le haut. Les formules MGH, MGZ, ça doit représenter une certaine altitude. Donc l'axe Z, je vais quand même le rajouter ici. L'axe Z que je choisis,
Ben, je peux très bien décider de le faire partir du point O, mais il faut en tout cas qu'il soit orienté vers le haut. Alors, je prends une autre couleur. Voilà. Et donc, ça, c'est égal à la puissance des forces non conservatives. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme force? Ben, il n'y en a que deux. Il y a le poids qui est une force conservative. On a déjà écrit l'énergie potentielle associée. Et puis, il y a le fil. Alors, le fil, bon, en fait, on n'a pas de formule générale pour l'énergie potentielle associée au travail du fil. Parce qu'il faudrait pouvoir écrire cette énergie potentielle pour toutes les directions possibles. Alors, dès que le fil n'est pas tendu, il n'y a pas de tension, c'est compliqué. J'écris juste ça, puis je vous réponds. Et donc, on va écrire à droite la puissance donc, de toutes les forces qui ne sont pas déjà incluses sous forme d'énergie, dont le travail n'est pas déjà inclus, sous forme d'énergie potentielle à gauche. Donc, quelle est la puissance exercée par le fil au cours du mouvement? Alors, tenez, avant que je le dise, essayez d'y réfléchir un instant. Et j'oublie pas votre question. Je vous rappelle qu'on a un mouvement qu'on appelle circulaire ici, même si la masse ne décrit pas un cercle complet. La puissance de la force de tension exercée par le fil, c'est ce que j'ai noté grand T. Et je vous rappelle que la puissance, pardon, la force c'est grand T, et la puissance, je vous rappelle que c'est la force que multiplie scalairement la vitesse. Et donc, question, ben, je sais pas, Noam, mettons. Qu'est-ce que ça vaut T scalaire V en regardant le schéma? Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez comment est T. T suivant le fil. Accroché en haut, c'est un fil de longueur constante. Et le vecteur vitesse, il est comment là? Il est orienté comment le vecteur vitesse? Vers le bas. La masse là, elle décrit des arcs de cercle de centre haut. Vous êtes d'accord ou pas? Pardon? Voilà, tangent à la trajectoire. Donc je le rajoute, si vous voulez. Le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire. Et donc je reviens vers vous. Qu'est-ce qu'on peut dire de T produit scalaire V? C'est 0, parce qu'il s'agit donc de deux vecteurs qui sont perpendiculaires l'un à l'autre. Voilà. Donc ça fait 0. Je vais partir de ça. Oui? Alors en fait, oui, j'ai oublié de poser la question, mais en fait, on va retrouver exactement la même chose que précédemment, ce que j'avais fait avec les lois de Newton, c'est-à-dire qu'on a trouvé d'abord l'équation du mouvement, et ensuite on a trouvé la période des oscillations. Et là, je vais vous montrer qu'avec le théorème de l'énergie mécanique ou de la puissance mécanique, on peut retrouver tout ça. Voilà. Oui? Oui, c'est juste un exemple. C'est-à-dire là, j'ai imaginé que le pendule... En tout cas, c'est tangent à la trajectoire. Voilà. Et c'est vrai qu'un instant plus tard, ça va repartir dans l'autre sens, ça sera encore tangent à la trajectoire. Donc on aura encore T scalaire V égale à 0. Voilà. Alors, maintenant, on va donner une expression explicite de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, faisant intervenir la seule variable réellement nécessaire, c'est la variable θ. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par exemple? On peut dire, or, qu'est-ce que c'est que V? Bien, si on se rappelle des coordonnées polaires, vous connaissez les deux composantes du vecteur vitesse. Et pour un mouvement circulaire, c'est assez simple, j'ai déjà dit plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est que V? Oui? Pourquoi T est dans ce sens-là? Alors, c'est parce qu'il n'y a pas d'expression générale de l'énergie potentielle qui serait associée à cette force T. Sinon, donnez-moi une expression de l'énergie potentielle associée à T. En fait, on ne parle de la tension du fil déjà que s'il est tendu. Donc on ne peut pas avoir une expression qui soit valable pour toutes les positions de la masse m dans l'espace. Voilà. Alors, à vrai dire, c'est une très bonne question. C'est une petite subtilité parce que dans un certain nombre de livres de classe prépa, c'est considéré comme une force, la force de tension, c'est considéré comme une force
conservative associée à une énergie potentielle qui serait tout le temps nulle. Hein. Mais en fait, on peut critiquer ça parce que c'est pas l'expression qui est donnée ne correspond pas, enfin n'est pas justifiée pour tous les points de l'espace. Ça n'est vrai que pour un déplacement le long d'une certaine trajectoire imposée d'avance. Bon. Et il y a des formules dont je n'ai pas parlé parce que vous ne l'avez pas encore fait en mathématiques. Par exemple, s'il y avait vraiment une énergie potentielle associée à cette force T, on devrait pouvoir écrire T égale moins un gradient de énergie potentielle. Mais le gradient, vous n'avez pas fait encore. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pour cette raison-là. Parce qu'il est impossible d'écrire ce genre de formule, vous verrez ça en électrostatique un petit peu plus tard, c'est pour cette raison-là que normalement on considère que T n'a pas il n'y a pas d'énergie potentielle associée à T. Voilà. En tout cas, à chaque fois qu'on va vous demander de faire ces calculs-là avec des fils, hein, ce sera toujours cette situation-là. Bon alors, je reviens ici au sujet. Mon sujet c'était donnez-moi une expression de la vitesse en fonction de l'angle θ. Et puis pareil, donnez-moi une expression, je vous laisse réfléchir 30 secondes, donnez-moi également une expression de l'énergie potentielle de pesanteur, mgz, en fonction de l'angle θ. Ou θ point, hein, ou θ2 point, ce qui est en fonction de θ au sens large. Oui. Pardon ? T scalaire V, je vous rappelle que c'est l'expression, c'est la définition de la puissance d'une force, c'est force produit scalaire vitesse de déplacement du point d'application. Donc j'ai juste appliqué ça au cas particulier de la force de tension. Okay. Alors, allez-y. Quelle est l'expression? Ne cherchez pas un truc compliqué, hein, parce qu'on a déjà fait beaucoup plus compliqué avec les coordonnées polaires. Quelle est l'expression de la vitesse en fonction de θ, ou θ point, ou θ2 point, et de grand L. Et d'autre part, quelle est l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de θ et grand L. Je vous rappelle qu'on a un mouvement qui est circulaire de rayon grand L. Qu'est-ce qu'on peut écrire quand on a un mouvement circulaire? Ça, je l'ai expliqué plusieurs fois, mais la dernière fois, c'était lorsque j'ai fait les coordonnées polaires. Quelle est l'expression en coordonnées polaires du vecteur vitesse? Et en particulier ici, sachant que petit r est une constante, c'est grand L. Alors, Jarod, mettons, qu'est-ce que vous l'avez? V, c'est quoi? Alors, là, vous êtes en train de me rappeler l'expression générale, ok, en coordonnées polaires, sous-entendu de centre haut. Évidemment, si on a un mouvement circulaire de centre haut, on se place dans ces coordonnées polaires-là. Sauf que moi, je demandais quelque chose de plus simple que ça. Je me demandais quelle est la norme de la vitesse. Qu'est-ce que ça vaut R point ici? Ça vaut 0. Voilà. Et donc, la norme de la vitesse, c'est donc c'est R θ point. Mais R, c'est quoi en fait? Voilà. Donc, c'est grand L θ point. Okay, tout simplement. Voilà pour la vitesse. Ensuite, pour l'énergie potentielle, j'ai juste besoin de Z. Et j'ai dit pour ça que j'ai choisi Z égale à 0 ici, parce que je trouve ça sympathique pour la suite des équations. Et alors, Hugo, qu'est-ce que ça fait pour Z? Trigonométrie. Z, c'est l'altitude de la masse. C'est ce qu'on peut mettre ici. Visiblement, c'est négatif là. Hein, d'accord? Je voudrais savoir quelle est sa valeur en fonction de θ. Grand L cosinus θ, au signe près. Donc, moins grand L cosinus θ. Okay, voilà, je n'ai plus qu'à injecter ces expressions dans le théorème de la puissance mécanique, et ça me fait donc dérivée par rapport au temps de 1/2 de m fois Lθ point au carré. Alors, je vais mettre des crochets là. Moins mg grand L cosinus θ égale à la puissance des forces non conservatives. On a vu que c'était 0. Voilà. Alors, il y a une dérivée par rapport au temps. J'y vais. Je vous rappelle que θ, c'est une fonction du temps. Hein, sinon, θ point n'aurait aucun sens. Et donc, le θ qui est là, c'est aussi une fonction du temps. Donc, allez-y, nouvelle étape qui vaudrait mieux que vous fassiez plutôt que moi. Qu'est-ce que ça donne, cette dérivée? Allez-y.
Quelle est l'expression de cette dérivée? θ est une fonction du temps. Donc, quand je dérive cosinus θ, c'est la dérivée d'une fonction composée. C'est cosinus de θ de t. D'accord? Pensez à ça simplement. Rémi, vous l'avez? Bon, allez-y, lancez-vous. Donc, la dérivée de ça. Alors, déjà, le 1,5 de m, qu'est-ce que j'en fais? On le met de côté, c'est-à-dire on le garde en fait, hein, on le met de côté, on le met devant. C'est une constante, on le met devant. Et ensuite, je dois donc dériver ça, et là vous me dites, ça fait... L est une constante, ok, je veux bien le sortir, d'accord? Et après, il me reste à dériver θ point au carré, ça fait quoi? Alors, c'est un point, 2θ point. Voilà, fois θ 2 points. Dériver une fonction composée. Quand vous dérivez f, la fonction f de x qui est au carré, quand vous le dérivez, ça fait 2f, f' en maths, d'accord, avec les notations des mathématiques. À ceci près qu'en maths, c'est une horreur d'écrire x à l'intérieur. Voilà, on écrit f carré, dérivé, c'est 2f, f'. Voilà ce qu'on applique ici. Okay. Ensuite, pour Ethan, la dérivée de moins mgl cos θ, ça fait θ point, sinus θ. Effectivement, ça fait ça. Bon, ben c'est ça qui vaut 0. Alors, cette expression, je peux visiblement la simplifier par θ point à partir du moment où θ point est différent de 0. Donc, au moins, lorsque θ point différent de 0, ce qui est le cas, sauf à certains moments qui sont extrêmement simples, c'est quand ça ne bouge pas. Je peux donc simplifier par θ point, je peux simplifier par L. Alors je souligne, hein, j'évite de rayer, je souligne ce que je vais simplifier. Le L aussi, je peux le simplifier, ça fera le carré que je vais simplifier. Voilà, et donc j'essaye de ne pas me gourer là-dessus. Donc ça fait Lθ 2 points plus G fois sin θ est égal à 0. Voilà. Ça va pour tout le monde, ça? Ça, c'est une équation différentielle. La fonction inconnue, c'est θ. Et je vous rappelle qu'en fait, c'est gagné parce qu'on est déjà tombé sur cette équation dans le paragraphe sur les coordonnées polaires. C'était un exemple d'application. Et on avait déjà résolu cette équation, au moins dans le cas où θ était petit. Je le mets en remarque encore. Remarque, si θ est petit devant 1, sous-entendu en radian, hein, eh bien je peux écrire sin θ à peu près égal à θ. Et dans ce cas-là, cette équation, elle devient θ 2 points plus G sur L θ est égal à 0. Et puis là, on sait qu'on va avoir des oscillations sinusoïdales. Voir la résolution dans un paragraphe précédent. Donc voilà, je voulais vous montrer un exemple quand même d'un cas où on peut retrouver l'équation du mouvement à partir d'un théorème énergétique. Mais vous voyez que en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le théorème de la puissance mécanique qui correspond à une dérivée de l'énergie par rapport au temps. Donc si on veut retrouver vraiment à partir de l'énergie, ça peut être quand même utile, hein, ça peut être très rapide dans certains cas. Si on veut vraiment retrouver l'équation du mouvement, il faut passer par une version dérivée, c'est-à-dire passer par la puissance cinétique ou la puissance mécanique. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Voilà, on peut faire encore. Vous allez voir, il y a toute une feuille d'exercices que je vous ai donnée là-dessus. Il y a plein de problèmes qui se traitent beaucoup plus rapidement par l'énergie que par les équations de Newton. Oui. Z, alors c'est juste là, ici, ça correspond en valeur absolue, ça correspond à la distance entre les deux points qui sont là. Alors ça, c'est la longueur L. Z, c'est l'altitude. D'accord ? Ici, c'est l'altitude 0. Là, c'est positif, là, c'est négatif. Quelle valeur ?
ben, ça correspond à cette distance-là. Donc L cos θ, avec le signe moins. Frottement fluide. Exemple. Alors, je vais prendre comme exemple une masse accrochée à un ressort. Donc, c'est un ressort de raideur K, de longueur à vide L0. La masse, c'est M. Bon. Alors, on a déjà mis en équation. Vous savez, on a déjà fait ça plusieurs fois. Simplement, je rajoute maintenant donc, une force de frottement qui est la force, mettons, exercée par l'air, qui est un fluide, sur la masse. J'aurais pu prendre un exemple avec une masse à l'horizontale, c'est ce que j'avais prévu, mais je me suis dit, ici, même si on vous dit que vous avez une masse qui frotte à l'horizontale sur un plan, il faut voir quelle est l'expression de la force de frottement. Voilà, donc ici, on va supposer qu'on a un frottement de type fluide, c'est-à-dire proportionnel à la vitesse. Alors, voilà, je mets en équation. Donc cette force de frottement, je vais l'appeler, je vais la noter petit f, frottement, force de frottement, petit f égale moins un certain coefficient fois la vitesse v. Alors, je mets en équation, je ne représente pas toutes les forces parce qu'on l'a déjà fait plein de fois. J'écris le PFD sur mon système qui est la masse. Et j'écris donc, il faut quand même que j'introduise un axe Z, mettons vertical vers le haut. Bon, j'écris donc mon PFD, je projette sur l'axe Z. Et ça me donne directement masse fois accélération, composante verticale, égale. Alors, j'ai le poids moins mg. Ensuite, j'ai la force exercée par le ressort sur la masse. Donc, c'est moins k fois... alors, la longueur du ressort moins L0. Okay. Et puis la force de frottement moins alpha fois la vitesse. Alors la vitesse, je ne sais pas dans quel sens elle est orientée, je prends juste sa composante suivant Z. C'est peut-être plus simple de... Ouais, pour enlever un signe moins, je vais mettre, excusez-moi, je vais mettre un axe Z orienté vers le bas. Voilà. On a le droit de se tromper. Hein. Un petit coup de Tipex. Du coup, le poids, je mets un plus et là, je mets un moins, c'est ça, ok. Moins K fois L moins L0. Regardez, si la longueur du ressort devient plus grande que L0, c'est-à-dire si tout ce qui est dans la parenthèse est positif, j'ai une force qui est exercée vers le haut, c'est-à-dire dans le sens négatif de l'axe Z. Voilà une façon de le faire. Et puis moins alpha Z. Bon. Voilà, alors la longueur L, qu'est-ce que c'est? Pour simplifier, je vais prendre l'origine de mon axe Z. J'ai toujours le choix pour l'origine. Je le prends au niveau du point de fixation. Et donc, en fait, le L, longueur du ressort, va s'identifier ici à Z. Attention, ce n'est pas toujours le cas. J'ai donc affaire à une équation différentielle puisque Z dépend du temps. Donc, je regroupe ce qui dépend de Z. Ça me fait M fois Z deux points plus K fois Z égale, puis à droite j'ai des constantes, j'ai Mg, j'ai KL0, et puis j'ai encore ici Vz. Vz, qu'est-ce que c'est? C'est Z point. Donc je vais le mettre aussi à gauche, le Z point. Donc plus alpha Z point. Ensuite, plus K fois Z. Et donc à droite, il me reste les constantes Mg et KL0.
Voilà. Vérifiez que je ne me suis pas trompé. Oui, alors on ne sait pas dans quel sens elle est dirigée, puisque ce sens, il va tout le temps changer. Le sens, il va dépendre de l'orientation de la vitesse. Or, vous savez bien, même si vous n'avez pas mis le problème en équation, que la masse, elle va osciller. Donc, la vitesse, elle va être des fois orientée vers le haut, des fois vers le bas. Donc, on ne peut pas dire dans quel sens va être orientée la vitesse. Ça dépend du temps. Mais je n'en ai pas besoin. Parce que là, ce que j'ai écrit, c'est V indice Z. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la composante verticale de la vitesse. Peu importe le sens. Je ne change pas ici le signe. C'est moins alpha fois la vitesse. Moins alpha fois vecteur vitesse. C'est ça la force de frottement. Ça reste indépendant de l'orientation du vecteur vitesse. Là, j'ai été peut-être un tout petit peu trop rapide. Il faut d'abord écrire le PFD sous la forme vectorielle. Je l'écris quand même parce que ça me fait penser encore à autre chose. Donc, masse fois accélération égale le poids plus la force exercée par le ressort plus la force de frottement. Quand vous écrivez le PFD sous forme vectorielle, il y a toujours des plus. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes, bon, c'est pas un paquet, mais enfin, il y a quand même un certain nombre, il y a quelques-uns d'entre vous, c'est quelques-uns de trop, qui m'écrivent des plus ou des moins en fonction de l'orientation de ces vecteurs. Or, on dit bien le PFD que vous avez appris depuis quoi? Depuis, il y a une version simplifiée en première, puis une autre version en terminale, c'est somme des forces est égale à 0. On dit bien somme, c'est parce qu'il y a toujours des plus ici. Voilà. Bon, alors j'arrive, voilà, cette équation différentielle. Donc, équation différentielle horriblement compliquée, mais heureusement, il y a Monsieur Béal qui a fait tout ça. Et donc, on va se servir de cette équation, de cet encadré, que vous connaissez peut-être par cœur. Enfin, je ne sais pas si vous êtes censé le connaître par cœur. Il faudrait connaître l'expression des solutions. Donc, on va comparer ça avec ce qu'a écrit Monsieur Béal. Donc, je le mets explicitement à comparer à... Donc, bien sûr, on reconnaît une équation différentielle du second degré avec un second membre qui est constant. Et donc, vous savez que la solution générale de cette équation différentielle, c'est une solution particulière. Il n'y a pas à se casser la tête ici, c'est la solution constante, puisque le second membre est constant. Solution constante, qu'est-ce que je fais? J'oublie tout ça et je la lis directement. J'ai Z équilibre, égale mg plus KL0 sur K. Donc, tiens, je l'écris quand même. Solution particulière. Z égale constante, que je vais appeler Z équilibre. Et donc, c'est visiblement mg plus KL0 sur K, c'est-à-dire L0 plus mg sur K. Voilà. Et maintenant, je dois chercher une solution de l'équation homogène. Alors, l'équation homogène, donc c'est mz2 plus alpha z plus kz égale à 0. Et je compare ça aux maths à comparer à donc je reprends les notations, c'est a fois y seconde de x, alors que tout à l'heure c'était le temps en physique. En maths, c'est x, donc plus b fois y prime, plus c fois y, égale à 0. Voilà. Et donc, on a 3 cas de figure. Il faut calculer, donc vous pouvez écrire le polynôme caractéristique, ax carré plus bx plus c. Vous calculez le déterminant de ce polynôme et vous voyez qu'il y a 3 types de solutions en fonction du signe de ce déterminant. Bon, alors ça va être l'heure, mais c'est exactement ce qu'on va faire. Simplement, nos coefficients, c'est pas ABC, c'est ça. Moi, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur les solutions précises pour la mécanique. Je vous demande juste de maîtriser le cours de maths. Voilà. Je ne vous demande pas plus que ce que vous faites en mathématiques. Si vous maîtrisez ça, c'est bon.
tout le reste, ça va en découler logiquement. Et il y aura surtout pas, enfin moi je considère qu'il n'y a surtout pas à apprendre par cœur les solutions qu'on va déterminer ensemble à partir de ça. Voilà, là comme c'est l'heure, si vous avez des questions, je vous laisse venir voir. Et puis donc pour ceux qui sont intéressés, c'est absolument pas obligatoire, c'est juste si vous avez déjà travaillé la solution du contrôle, si vous voulez vraiment poser des questions, je pense qu'en salle 3 à midi et demi, il y aura personne. Voilà. Je vous propose de regarder ça ensemble. Voilà, à demain.